Bonjour, donc nous commençons aujourd'hui le dernier chapitre de ce cours qui est le chapitre concernant les champs et la relativité. Bon, ce chapitre il est un peu difficile, un peu délicat, donc j'ai besoin de toute votre attention pour pouvoir bien comprendre cette partie qui est purement théorique. Donc, il faut suivre attentivement pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Bon, avant de commencer par les équations de champ, je tiens à signaler que nous traitons dans ce cours et dans ces vidéos la théorie du champ classique. Donc, nous allons utiliser seulement des champs classiques et non des champs quantiques. La théorie du champ quantique, c'est un cours qui est plus avancé que peut-être vous allez voir après si vous faites de la physique théorique. Mais ce cours concerne seulement les champs classiques. Les champs classiques, c'est-à-dire relativistes. Mais le mot classique veut dire que ce ne sont pas des champs quantiques. Bon, bien sûr, nous allons utiliser l'espace-temps, c'est-à-dire notre espace à quatre dimensions ou bien n'importe quel nombre de dimensions parce qu'il y a toujours, en réalité, il y a toujours une dimension de temps qui était et un certain nombre de dimensions d'espace qui varient avec plusieurs théories euh, qu'on va voir comme exemple après. Euh, vous savez aussi qu'en mathématiques, par des équations mathématiques, c'est possible d'avoir des espaces avec n'importe quel nombre de dimensions. Mathématiquement, vous pouvez construire des espaces à n dimensions, quel que soit n un nombre réel. Vous pouvez faire des espaces à 1000 dimensions. Mais bon, est-ce que ça aura une valeur en réalité? Il faut regarder la physique. Donc, en physique, il y a toujours une seule dimension de temps parce que il n'y a aucune possibilité logique d'avoir plus qu'une seule dimension de temps. Donc ça, il faut le retenir, il faut toujours le signaler qu'en réalité, que pour la description de notre univers, de notre monde réel, il n'y a aucune logique qui dit que nous pouvons avoir plus qu'une seule dimension de temps. Donc, on a une seule dimension de temps, quel que soit le nombre d'autres coordonnées. Et avec cette dimension de temps, il y a toujours un nombre de dimensions d'espace. Donc, une dimension si c'est linéaire, deux dimensions si c'est dans un plan, trois dimensions avec un espace euclidien à trois dimensions. Même, nous pouvons aller en physique jusqu'à 10 dimensions d'espace dans la théorie des cordes ou bien ce qu'on appelle la string theory ou bien la théorie des cordes qui considère un espace à 11 dimensions, une dimension de temps et 10 dimensions d'espace. Vous pouvez avoir aussi un cas à 0 dimension d'espace. On va voir ça dans quelques minutes. Bon, donc on va considérer un espace-temps, un espace qui a une dimension t et un certain nombre de dimensions d'espace, c'est-à-dire il est défini par t, l'axe t, et les axes x, quel que soit le nombre des axes x. Bon, le champ est variable, bien sûr. Le champ, la définition du champ, c'est une variable, ou bien c'est une quantité physique, une quantité mesurable qui dépend du temps et bien sûr de l'espace. Bon, sauf si on a 0 dimension d'espace, mais il y a toujours une dimension de temps. Donc c'est une quantité physique, c'est une quantité physique, une quantité mesurable qui varie en fonction du temps et de l'espace. On appelle cette variable le champ. Donc, n'imaginez pas maintenant la question
de lignes de champ électrique ou magnétique. Maintenant, le champ, c'est une variable, n'importe quelle quantité physique qui varie en fonction du temps, bien sûr, et peut-être en fonction de l'espace. Bon, comme un exemple, un simple exemple, la température d'un objet, c'est la température qui varie d'un endroit à l'autre, surtout si elle n'est pas homogène. Donc, la température qui varie d'un endroit à l'autre dans un objet, ou bien vous pouvez prendre ça dans les prévisions météo, par exemple. La température n'est pas la même dans tous les endroits, donc en fonction des régions, on a des températures différentes. Donc, c'est une grandeur physique qui varie qui varie en fonction du temps et qui varie aussi en fonction de l'espace. Donc, en passant d'un endroit à un autre, il y a cette variation de la température qui n'est pas, bien sûr, constante dans tous les endroits. Bon, il y a aussi un autre exemple qui est la vitesse du vent. Si vous prenez la vitesse du vent à l'échelle d'un pays, par exemple, c'est une vitesse qui varie avec la position, c'est-à-dire en fonction de l'espace et bien sûr en fonction du temps. Et il y a aussi en fonction, ou bien un autre paramètre qui est la direction. Donc là, on ajoute la direction de cette variation de la grandeur physique. Donc ça sera un champ vectoriel. Pourtant, la température, là, c'est un champ scalaire. Donc, on a toujours deux types de champs. Un champ scalaire, donc, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de direction, comme la température, par exemple. Et il y a le champ vectoriel, comme les vitesses, ou bien les accélérations, etc. Toutes les quantités vectorielles. Bon, dans ce chapitre, ou bien tout au long de ce cours, je vais utiliser surtout les champs scalaires. Je vais faire un peu de champs vectoriels, mais c'est surtout des champs scalaires dans ce chapitre qu'on va traiter. Bon, on va supposer un champ phi qui est fonction de t et de x, i, quel que soit le nombre des axes x. Bon, pour prendre un exemple pratique, je vais considérer phi comme étant la position d'une particule. Bon, on peut dessiner la variation de cette position en fonction du temps. Donc, on a l'axe temps, t. Bon, là, pour mieux voir, j'ai mis t horizontal. Donc, on a l'axe t, on a la variable phi, le champ phi. Donc, il y a une valeur qui est variable en fonction du temps. Donc, pour chaque instant, pour chaque valeur du temps, on a une valeur de phi. Et voilà une courbe qui décrit cette variation, ou bien que ce qu'on appelle aussi l'histoire de ce champ. Donc, la courbe qui décrit la variation de ce champ est aussi appelée l'histoire du champ. Bien sûr, c'est une histoire en fonction du temps. Bon, mathématiquement, il nous faut des équations, bien sûr, pour décrire cette histoire. L'histoire, ou bien n'importe quelle variation physique d'une grandeur physique, doit être exprimée, ou bien doit être décrite par une certaine équation, ou bien une série, un groupe d'équations mathématiques pour décrire ces variations. Bien sûr, toujours en physique, ou bien tout ce qui est en rapport avec les mouvements, il faut tout de suite, sans penser, sans avoir de recul sur ça, il faut tout de suite prendre ou bien considérer le principe de moindre action, qui est le principe qui va nous décrire tous ces phénomènes de mouvement et de déplacement en fonction du temps. Donc, on va considérer le principe de moindre action. Donc, qui nous décrit bien sûr une action. Bon, je vais commencer par un cas classique maintenant. L'action, vous savez déjà, donc c'est l'intégrale
bien sûr, entre le temps initial et le temps final d'une quantité L qu'on appelle le Lagrangien dt. Donc, toujours cette action, c'est la somme, c'est une intégrale du Lagrangien dt, intégrale de L dt. Bon, pour les particules classiques, ce Lagrangien est simplement la différence des énergies, donc K moins E, l'énergie cinétique, moins l'énergie potentielle. C'est la notation standard K et E. Donc, c'est K moins E par dt. Donc, je pense que vous avez vu ça plusieurs fois dans le cours de l'année précédente de mécanique analytique. Bon, donc c'est l'intégrale. Donc, bon, toujours l'énergie cinétique, c'est un demi mv2, ou bien V2, ce n'est pas nécessairement la vitesse, c'est la variation de phi en fonction du temps. Donc, ce qu'on appelle vitesse, c'est la variation de la position en fonction du temps. Donc, c'est la variation de la position ou bien de n'importe quelle autre quantité variable, donc de n'importe quel autre champ. Donc, on peut, donc c'est un demi V carré qui est dx sur dt au carré. Bon, maintenant, c'est dφ sur dt. Donc, la quantité mesurable, c'est le champ phi, que ce soit la position ou bien n'importe quelle grandeur physique. Donc, c'est un demi m dφ sur dt au carré qui représente la variation en fonction du temps. Bon, pour la position, ça représente v carré. Bon. Moins l'énergie potentielle qui est aussi fonction de phi, une fonction de phi fois dt. Donc, cette quantité qui est à l'intérieur du crochet, ça représente le Lagrangien L de cette particule classique qui est n demi m dφ sur dt au carré moins u phi. Bon, il y a dans certaines références où dφ sur dt est noté phi point. Donc, phi point, vous savez, c'est dφ sur dt. Donc, ce Lagrangien L, c'est n demi m dφ sur dt au carré moins u de phi pour un cas, pour le cas d'une particule classique. Aussi, pour une particule classique, il faut trouver les équations du mouvement. Bon, les équations du mouvement, ou bien pour trouver ces équations de Newton analytiquement, il faut utiliser les équations d'Euler-Lagrange. Les mêmes équations classiques que vous avez vues dans le cours de mécanique analytique en deuxième année. Donc, c'est le même principe, la même équation d'Euler-Lagrange qui nous dit que d sur dt de d rond L sur d rond phi point, et bien sûr, phi point, c'est d rond phi sur d rond t, ou bien d phi sur dt. Là, je parle d'un cas classique. Donc, phi point, c'est d phi sur dt. Donc, c'est d sur dt de d rond L sur d rond phi point qui est égal à d rond L sur d rond phi. Rappelez-vous, donc je ne vais pas faire la dérivation de Lagrange. Vous savez ça depuis l'année dernière. Bon, cette équation nous donne l'équation de Newton que m phi seconde ou bien m d2 phi sur dt carré qui est l'accélération dans ce cas m phi seconde qui est égal à moins d rond u sur d rond phi qui représente la force. Donc, rappelez-vous aussi, vous avez vu ça en première année dans le cours de mécanique classique, la force, c'est toujours une force qui dérive d'un potentiel. Rappelez-vous, F est égal à moins grade U ou bien moins grade V. Ce que vous avez vu en première année dans le cours de mécanique. Donc, la force, c'est toujours moins le gradient de l'énergie potentielle, de E. Donc là, ça se voit maintenant dans les équations, dans l'équation de Lagrange, qui nous donne l'équation de Newton, m phi seconde est égal à la force, qui est moins d rond U, ou bien moins du sur d phi, s'il n'y a qu'une seule variable. Bon, donc, le problème là, la solution de notre problème,
c'est de trouver l'action minimale, parce que c'est la vraie action qui représente l'histoire ou bien la variation de ce champ. Donc, c'est l'action minimale. Le truc ou bien le problème, c'est de trouver cette action minimale. Bien sûr, on trouve l'action minimale, vous le savez comment, on garde les points qui sont les extrémités, on fixe les extrémités, et puis on fait varier la courbe entre ces deux points fixes pour avoir l'action minimale pour une particule libre, bien sûr. Donc, qui est la trajectoire réelle qui représente l'action minimale ou maximale. Donc, quand je dis action minimale, là, c'est-à-dire l'action extrémale. Ça peut être minimale ou bien maximale, mais j'utilise le terme minimal parce que c'est plus facile à imaginer. Donc, on aura deux points fixes. Entre deux points fixes, on a une action qui est stationnaire, comme on l'avait expliqué dans la vidéo précédente. Donc, on aura une action stationnaire qui représente l'action minimale entre ces deux points fixes. Bon, la courbe, on peut la découper pour avoir des quantités différentielles, bien sûr. On fait une somme, une intégrale. Donc, il faut découper cette courbe en quantités différentielles. Donc, l'action sera la somme, une somme ou bien une intégrale de termes qui dépendent de phi à chaque instant. Je reviens à la diapo suivante. Donc là, on découpe les courbes. Donc, l'action sera la somme de ces actions dans chaque partie de la courbe, ou bien l'intégrale, ou bien qui est la somme. L'intégrale, c'est toujours une somme de quantités différentielles. Donc, c'est une action, une somme de termes qui dépendent de phi à chaque instant, c'est-à-dire la valeur de phi pour chaque valeur de temps. Donc, c'est une fonction de plusieurs valeurs de phi, parce qu'à chaque intervalle, on a une valeur différente de phi, puisque phi est une variable. Donc, la solution que nous devons trouver pour trouver cette courbe minimale, ce sont les dérivés par rapport à phi. Donc, c'est-à-dire l'équation de Lagrange. C'est la description non relativiste que vous avez vue l'année dernière en mécanique analytique. Bon, on va trouver l'équivalent de tout ça en relativité ou bien dans l'espace-temps, dans l'espace qui est formé par une dimension de temps et un certain nombre, un nombre de dimensions d'espace. Bon, on a toujours ce champ phi. Ce champ phi qui est toujours fonction du temps et du nombre de coordonnées d'espace. Donc, dans notre espace euclidien, si vous traitez le cas classique, dans notre espace euclidien, il y a trois dimensions, x, y, ce qu'on appelle x, y, z, et la dimension temps. Bon, mais aussi, on peut travailler dans le cas de la théorie des cordes, donc aller jusqu'à 10 dimensions d'espace et une dimension de temps. Mais bon, ça, c'est un peu avancé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, vous avez toutes sortes de nombres de coordonnées d'espace. Il y a le 1D qui représente des particules ponctuelles. Il y a le 2D qui représente le plan. Il y a le 3D qui représente l'espace euclidien. Et il y a aussi le 0D. Donc, le 0D, c'est un monde qui n'a pas de dimension de temps, donc qui n'a pas d'espace. C'est une quantité, un champ, une quantité qui dépend seulement du temps. Et ça existe. Bon, on n'a pas, dans notre univers, on ne peut pas imaginer des mondes avec zéro dimension de temps, parce qu'au moins, il doit y avoir une dimension de temps. Mais il existe des cas, ou bien des mondes à zéro dimension d'espace. Mais toujours, il y a une dimension de temps. Donc, quand je vous dis un monde à 0D, c'est-à-dire à zéro dimension d'espace, mais il y a toujours la seule dimension qui est nécessaire, qui est la dimension du temps. Donc, le 0D, donc,
Voilà, c'est le monde à 100 dimensions d'espace. Bon, on va imaginer un champ phi dans un monde à 0D. Donc, phi sera fonction de t seulement. Donc, ce qui correspond un peu aux particules classiques. Donc, si vous regardez l'action, bien le Lagrangien des particules classiques, ce sont tous des quantités qui dépendent seulement du temps. Donc, c'est des quantités qui dépendent du temps seulement. La position dépend du temps, la vitesse dépend du temps, l'accélération dépend du temps, toutes ces quantités qui dépendent seulement du temps. Elles ne dépendent pas vraiment de l'espace comme dimension. Elles dépendent seulement du temps. Donc, ces particules classiques, qu'on appelle les particules classiques, ils forment une théorie du champ qui dépend seulement du temps. Donc cette coordonnée phi qui représente la position est en fait, c'est un champ dans un espace à 0D, parce que la seule variable est t. Donc, c'est x, c'est la quantité x qui varie en fonction du temps. Donc, la quantité x n'est pas une dimension. La variable, c'est la variable. X est la variable qui varie en fonction du temps. Donc, comme c'est un espace à 0 dimension de temps avec seulement une seule dimension, 0 dimension d'espace avec la seule dimension de temps. Bon, nous allons essayer de généraliser ce concept vers un champ qui dépend du temps et d'un certain nombre de coordonnées d'espace, bien sûr en tenant compte de la relativité. Mais bon, ce n'est pas une question reliée directement à la relativité, c'est plutôt une description des champs dans des espaces multidimensionnels. Bon, nous allons trouver donc, il faut trouver les équations du mouvement dans ce cas, toujours en utilisant, quel que soit le nombre de dimensions, quel que soit l'espace, ou bien l'espace-temps, donc tout revient à ce fameux principe de moindre action qui va nous décrire le monde à travers les équations. Donc, phi est un champ donc qui aura une valeur pour chaque point de l'espace-temps maintenant, au lieu du temps. Donc, la variable phi qui est fonction pas seulement du temps, mais de l'espace-temps, donc du temps et de l'espace. Bon, donc ce que nous avons l'habitude de représenter comme ça, l'espace-temps, xt, bon, bien sûr, x représente toutes les dimensions de l'espace, donc x, y, z, etc. Bon, si on dessine xt comme étant un plan qui est perpendiculaire à l'écran, donc voilà, c'est le même ce même xt, on le met comme un plan qui est perpendiculaire à ce plan. Et je vais prendre l'axe vertical phi comme étant les valeurs de phi. Donc, c'est le champ phi qui varie en fonction de x et de t. C'est-à-dire, si la variable varie dans cette zone de l'espace-temps. Donc, on a une quantité variable phi, une variable phi, un champ phi, qui varie dans cette portion de l'espace-temps, qui est représentée là par ce carré rouge. Bon, ça peut être un carré, un rectangle, une surface de n'importe quelle forme géométrique. Ce n'est pas nécessairement un rectangle. Bon, ce sont les limites dans laquelle cette valeur phi a une variation. Donc, pour chaque point de l'espace-temps, il y a une valeur phi, donc sur l'axe vertical phi. Il y a une valeur de phi pour chaque point de l'espace-temps. Donc, tout ce qui est en vert, c'est les valeurs de phi. Donc, ce qui est dessiné en vert, c'est les valeurs de phi. Donc, pour chaque point de l'espace-temps, pour chaque coordonnée xt, il y a une valeur de phi. Pour un point xt, il y a une autre valeur de phi. Pour un autre point xt dans ce carreau rouge, il y a une valeur de phi dans la surface verte. Donc maintenant,
ce n'est pas une courbe de moindre action, c'est une surface de moindre action. Cette surface verte est maintenant la surface de moindre action, donc ce qui représente les valeurs de phi pour chaque point de l'espace-temps. Bien sûr, comme on le fait dans le cas classique, il faut fixer les extrémités. Mais dans le cas classique, c'est-à-dire dans ce cas, on fixe seulement les points aux extrémités. Donc, on aura une courbe stationnaire entre les deux extrémités. Maintenant, ce n'est plus deux points à fixer, mais ce sont les frontières ou bien les extrémités qui représentent le périmètre de cette zone dans l'espace-temps ou bien le contour de cette zone de l'espace-temps qui est fixé. Donc, ce contour-là, ou bien ce contour rouge-là, qui est l'extrémité de l'espace-temps, ce contour est fixé. Donc, ce ne sont pas deux points qui sont fixés comme le cas classique, mais c'est le contour, tout ce qui est rouge, ce contour rouge, qui est fixé. Donc, les valeurs du champ sont maintenues fixes à ces extrémités, comme elle est maintenue fixe pour les deux points dans le cas classique. Maintenant, ce sont ces valeurs de phi qui correspondent au contour rouge qui sont fixées aux extrémités. Et le reste des valeurs de phi est variable. Donc, on fait varier les valeurs de phi à l'intérieur de ce contour phi, de sorte à obtenir ou bien à avoir la surface de moindre action, qui est la surface de variation réelle de ce champ phi ou bien de cette variable phi. Donc, cette surface en vert représente l'histoire du champ, mais dans l'espace-temps. Dans l'espace-temps et pas seulement en fonction du temps ou bien en fonction de l'espace. Maintenant, dans l'espace-temps, dans cet espace, disons à 4 dimensions maintenant. Donc, la courbe de moindre action, c'est maintenant la surface de moindre action représentée par la partie verte. Bon, j'ai fait un dessin simple. Phi peut avoir des valeurs négatives. Donc, peut-être il y a des points qui sont en bas avec des valeurs négatives, des valeurs positives, mais tout est à l'intérieur de ce contour-là, en vert, qui sont les valeurs fixes. Donc, mais j'ai seulement dessiné cette partie pour mieux voir les choses. Bon, c'est une partie un peu délicate. J'espère que vous répétez un peu la vidéo, surtout sur cette partie, pour bien la comprendre. Bon, il faut maintenant trouver les équations de mouvement. Il faut faire la partie analytique. Bien sûr, il faut calculer l'intégrale qui est en fonction du temps, donc la somme des valeurs de champ. Maintenant, cette partie de l'espace-temps, donc ce contour qu'on a choisi, on va le découper en des petites cellules. Donc, pour chaque cellule là, de l'espace-temps, il existe une valeur de phi qui est sur l'axe phi qui est en vert dans la diapo précédente. Donc, pour chaque point ici, pour chaque cellule, bon, il faut bien sûr diminuer la surface de ces cellules pour avoir des quantités différentielles. Donc, ça sera une intégrale sur l'espace-temps et pas sur le temps. C'est une intégrale sur l'espace-temps. C'est la somme des valeurs de phi pour chaque cellule de l'espace-temps. Bon, donc que sera le Lagrangien dans ce cas? Bon, donc l'action totale, c'est l'intégrale de L. Maintenant, au lieu de dt, on a la différentielle de l'espace-temps. Donc, c'est L fois dx, dy, dz, dt, si on prend les trois coordonnées euclidiennes avec le temps. Donc, on peut le noter, c'est l'intégrale de L d4x ou dx mu, donc vous savez, le fameux mu qui va de 0 à 3, qui représente p, x, y et z. OK? Donc, si vous faites l'analogie avec le cas classique, ou bien
en une dimension de temps, donc qui est 0 dimension d'espace. Ce d4x ou bien ce dx mu, se confond avec dt. OK? Donc, L, c'est le Lagrangien de phi. Donc, il dépend de phi et des dérivés de phi, bien sûr, parce que on va utiliser Euler-Lagrange. Donc, ce sont les dérivés de phi dans l'espace-temps. Donc, L sera fonction de phi, des rond phi sur des rond t, des rond phi sur des rond x, des rond phi sur des rond y et des rond phi sur des rond z. Bon, il existe plusieurs notations, donc, comme il y a beaucoup de références sur le sujet, donc il y a beaucoup de notations différentes, mais donc vous pouvez noter, bon, il y a des notations qui écrivent phi avec un indice t en bas, donc ça correspond à des rond phi sur des rond t. Phi indice x, ça correspond à des rond phi sur rond x, etc. Ou bien vous pouvez simplement écrire phi et des ronds phi sur des ronds x mu, c'est-à-dire t, x, y. Bon, vous pouvez utiliser la notation qui vous convient. Bon, donc cette grille de l'espace-temps, on va minimiser la surface de ces grilles pour avoir des quantités différentielles et remplacer donc ces cellules par des points ou bien par des nœuds pour avoir ou bien pour calculer des dérivés sur des quantités différentielles. Donc, pour rendre cette action minimale, il faut calculer la différentielle par rapport à phi, qui est la variable, et la rendre nulle, comme dans l'équation de L'Euler-Lagrange, c'est-à-dire utiliser la forme de L'Euler-Lagrange qui est voilà, d sur dt, d rond L sur d rond phi point, qui est égal à d rond L sur d rond phi. On peut la mettre sous la forme, donc cette quantité moins d rond L sur d rond phi est égal à 0, ce qui revient au même. Donc ça, c'est le Lagrangien classique, newtonien. Donc phi point, c'est d rond phi sur d rond t, donc ça, vous le savez déjà. Bon, ça, on va trouver l'équivalent de cette équation de Lagrange dans l'espace-temps. Donc, dans cet espace qui a 3 dimensions de temps et cette fameuse dimension de temps et les 3 dimensions d'espace. Bon, cette équation, maintenant, elle va devenir 4 équations, chacune correspondante à l'une des dimensions. Donc, l'équation de Lagrange devient une somme des équations de L'Euler-Lagrange. Donc, c'est la somme sur mu. Donc, il y a 4 équations en fonction de t, de x, de y, de z. Donc, d sur dt devient une dérivée partielle. D rond sur d rond x mu, donc là, c'est sur d rond t, d rond x, d rond y, d rond z. De d rond L, d rond phi point, c'est d rond phi sur d rond x mu. Et moins, bon, d rond L sur d rond phi, ça reste la même, qui est égal à 0. Donc ça, si vous écrivez ça explicitement, ça devient une série de 4 équations. Donc pour t, c'est d rond sur d rond t, d rond L de d rond phi sur d rond t, moins d rond L sur d rond phi, plus d rond sur d rond x, d rond L sur d rond phi sur d rond x, moins d rond L sur d rond phi, plus suivant y, plus suivant z, etc. Cette somme qui est égale à 0. Donc, c'est une somme d'équations de L'Euler-Lagrange pour chaque valeur de mu. Bien sûr, dans le cas classique, on a seulement mu égale 0, c'est-à-dire t. Bon, c'est une partie de la physique qu'on appelle la physique des milieux continus. En fait, il y a une grande partie de la physique qui est reliée directement à ces équations qu'on appelle la physique des milieux continus. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de cette partie de la physique. Mais bon, il faut calculer L. Bon, revenons un peu en arrière pour voir le Lagrangien. Bon, le Lagrangien, c'est L par dx mu. Donc, c'est L
fois, etc., tous les dx, dt, dy, dz. Et L, si on revient vers l'arrière, c'est n demi m d phi sur dt au carré moins u de phi. Donc, L, ça doit commencer par n demi m et faire les dérivés, mais maintenant pas seulement d phi sur dt, c'est d phi sur dt, d phi sur dx, d phi sur y, d phi sur z, sur dz. Donc, le L, notre L devient n demi m, ou bien m sur 2. D phi sur dt au carré, ça devient d rho phi sur d rho t au carré, plus d rho phi sur d rho x au carré, plus d rho phi sur d rho y au carré, plus d rho phi sur d rho z au carré. Moins, bien sûr, l'énergie potentielle qui est U de phi. Bon, ici, M, c'est pas, ne pensez pas que maintenant que M est la masse d'une particule ou bien de n'importe quelle particule. Prenez ici la masse comme étant un nombre, un nombre scalaire. Donc, M, ça peut être réduit à 1 si vous voulez simplifier l'équation. Donc, c'est n demi ou bien n demi m fois cette série de dérivés au carré moins le potentiel de phi. Donc, juste, on a remplacé v carré ou bien la différentielle ou bien la différence de la quantité phi en fonction de la variable au carré qui représente v dans le cas classique newtonien. Maintenant, au lieu d'une seule variable, on a les 4 variables, les 4 dimensions. C'est 4 dimensions, c'est plutôt pas les 4 variables. Les 4 dimensions, donc c'est la variable phi qui varie en fonction des 4 dimensions. Donc il faut faire les 4 dérivés, bien sûr au carré, parce que ça correspond, donc c'est analogue au cas classique qui est v carré ou bien d phi sur dt au carré. Bon, vous voyez, ce Lagrangien, il y a beaucoup de quantités plus et des quantités très classiques. Ce n'est pas complètement vrai. Donc, c'est un Lagrangien qui n'est pas complètement correct parce que ce Lagrangien-là, ce Lagrangien, surtout pour une onde, ne fait aucune différence entre temps et espace, et ce qui n'est pas très, très correct en physique, surtout en tenant compte de cet espace qui est non euclidien, l'espace à 4 dimensions. Donc, ce Lagrangien qu'on a vu, il ne fait aucune différence entre espace-temps, surtout pour les ondes électromagnétiques. Donc, il faut tenir compte de cette condition, ou bien de cet espace non euclidien, et suivre la même convention que nous suivons avec le temps propre, ou bien la longueur, la distance propre, etc., ce qu'on avait vu avec la relativité. Donc, c'est m sur 2, d rho phi sur d rho t au carré moins d rho phi sur d rho x au carré, etc. C'est donc les parties correspondantes à l'espace, il faut mettre un signe moins, et à la fin, moins l'énergie potentielle. Bon, bien sûr, là, il faut ajouter un 1 sur c carré si vous ne prenez pas c est égal à 1. Donc, là, il vaut mieux ne pas prendre c est égal à 1 parce qu'ici, c représente vraiment une vitesse, pas seulement une constante. Parce que l'onde peut ne pas se propager dans le vide. Donc, si vous avez une onde qui se propage dans un solide, sa vitesse sera v, passé. Donc, au lieu de c carré, on peut mettre v carré. Donc, ça, c'est 1 sur la vitesse au carré, soit c carré ou bien v carré. Donc, ce n'est pas nécessairement c au carré. Ça dépend du milieu dans lequel cette onde est en train de se propager. Donc, c'est c ou v, peu importe. C'est une vitesse au carré. Bon, donc nous avons besoin des équations de mouvement. Donc, les équations de mouvement, donc c'est-à-dire il faut faire les équations de leur Lagrange. Je ne vais pas faire une longue dérivation de ces équations, mais non. Mais bon, c'est d rho sur d rho x mu, donc de cette quantité. Donc, il y a le n demi fois le 2, donc il faut dériver cette quantité, donc d rho sur d rho t, par exemple, si on commence par t.
des ronds sur des ronds T de cette équation. Donc, C2 sur 2, on annule le 2. Donc, 1 sur C carré, des ronds sur des ronds T, de des ronds phi sur des ronds T. Donc, ça devient la deuxième dérivée, des ronds carrés phi sur des ronds T carré. Donc, en fait, attention, ça, des ronds phi sur des ronds T au carré, c'est la première dérivée au carré. Ici, c'est la deuxième dérivée. Ne pas confondre la deuxième dérivée avec la première dérivée élevée au carré. OK? Donc, de même, dérivée par rapport à x. Donc, c'est d rond sur d rond x, de d rond L sur d rond phi sur d rond x. Donc, c'est d rond carré phi sur d rond x carré, etc. Moins d rond carré phi sur d rond y carré, moins d rond carré phi sur d rond z carré. Ça, c'est en fonction de m ou de 1, si vous voulez. Plus, donc, d rond L sur d rond phi, donc, il y a que, donc, c'est d rond U sur d rond phi, qui est égal à 0, donc, comme l'équation de l'air Lagrange. Là, donc, ça, c'est un calcul donc, que vous pouvez faire, c'est des simples dérivés, donc, il n'y a rien de, c'est juste un calcul. Donc, on a cette équation m fois cette quantité plus d rond U sur d rond phi qui est égal à 0, c'est l'équation. Bon, vous commencez à voir, ça ressemble à la propagation d'ondes électromagnétiques. Donc, si on prend le cas où U est nul, donc le cas d'un potentiel nul, comme le cas d'une onde électromagnétique, donc cette équation se réduit à 1 sur c carré, d rond carré, sans le m, bien sûr, à 1 sur c carré, d rond carré phi sur d rond t carré, moins d rond carré phi sur d rond x carré, moins d rond sur d rond y carré, d rond carré sur d rond z carré, etc., qui est égal à 0. C'est quoi ça? C'est la même équation de propagation des ondes électromagnétiques que vous avez vu dans le cours d'électromagnétisme. Ça, c'est la même équation, mais maintenant, on a fait la vraie dérivation qui est issue des équations de l'air Lagrange dans un espace à 4 dimensions, bien dans l'espace-temps. C'est la vraie dérivation de cette équation que vous connaissez déjà, l'équation de propagation des ondes électromagnétiques. On va supposer un autre cas, un cas un peu mécanique. Si on prend le potentiel comme n demi mu carré phi carré, ça correspond à un ressort, c'est un oscillateur harmonique. Donc, c'est comme dans la mécanique classique. Donc, si phi est égal x, si phi est la position, donc vous avez n demi mu carré phi carré qui est le potentiel. Le potentiel, c'est n demi kx carré, le potentiel élastique du ressort de l'oscillateur harmonique. Vous vous rappelez ça, de ça de la mécanique classique. N demi kx carré, le potentiel d'un ressort. Bon, k c'est en fait mu carré dans l'espace-temps. Donc, mu carré, là, c'est rien d'autre que cette constante de raideur K. Donc, dans le cas d'un oscillateur harmonique, cette équation devient 1 sur C carré, d rond carré phi sur d rond T carré, etc., moins d rond carré phi sur d rond X carré, puis sur Y carré, puis sur d Z carré, plus, voilà, d rond carré, moins, voilà, moins U phi, donc moins U phi, donc moins, là, vous remplacez, donc, pardon, c'est plus d rond U sur d rond phi. Bon, d rond U sur d rond phi, donc c'est 2 sur d rond phi, voilà. C'est 2 et 2, donc 2 mu carré phi avec le n demi, donc c'est mu carré phi. Donc c'est plus mu carré phi qui est égal à 0. Donc c'est un ordre supérieur de l'équation d'un oscillateur harmonique. Vous pouvez difficilement voir ça en mécanique classique, mais là, quand vous prenez l'espace-temps, vous voyez ça donc d'après les équations dans l'espace-temps. Bon, je m'arrête pour cette séance. On continue ça dans la séance prochaine.